Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous sommes à Nantes, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes, un événement que nous vous faisons suivre depuis plusieurs années, organisé par le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, un rendez-vous annuel qui propose des journées de débats et de rencontres pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est confronté. Regard sur les recompositions géopolitiques mondiales en cette année 2023 avec nos invités. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique du Figaro, rédacteur en chef adjoint au service international, ancienne correspondante à Moscou. Son dernier ouvrage, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, aux éditions L'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Maurice Gourdeau-Montagne, ambassadeur de France et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, auteur de Les autres ne pensent pas comme nous aux éditions Bouquin, ouvrage qui vient de remporter le prix des géopolitiques de Nantes. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Boniface, directeur fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, son dernier ouvrage, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique aux éditions Erol. Bonjour. Bonjour. La guerre d'Ukraine est de plus en plus présentée comme un tournant dans les relations internationales du XXIe siècle. Pour le président américain, elle incarne le clivage majeur qui divise l'ordre international, l'opposition entre les démocraties et les autocraties, une prise de position que la réalité fait mentir, à en juger par les choix de non-alignement que l'on recense dans le monde. Cette guerre qui se prolonge change brutalement nos approches des enjeux et annonce des recompositions. Bouleversement du paysage stratégique européen, avenir de l'Alliance Atlantique, de l'Union européenne, de l'entourage post-soviétique de la Russie, irruption de nouveaux acteurs. Les cartes géopolitiques sont en train d'être rebattues. Le monde se détricote-t-il? Assiste-t-on à une remise en cause de l'ordre mondial ou simplement à une érosion de l'ordre post-Deuxième Guerre mondiale? Maurice Gourdeau-Montagne. Je crois qu'on est beaucoup plus loin que dans une érosion de l'ordre politique tel qu'il a été établi précisément par les Occidentaux, les Russes et les Chinois, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'on a connu petit à petit, avec un certain nombre d'événements qui ont eu lieu, je pense en particulier à l'ultralibéralisme, à partir de 1979, Reagan et Thatcher, qui ont été élus, Deng Xiaoping en Chine, l'ouverture et la réforme, la fin du communisme qui s'est annoncée après l'invasion soviétique en Afghanistan aussi en 1979. On a eu tout un ensemble de phénomènes qui ont amené, je dirais, à ces échanges qui ont créé la globalisation. Une globalisation qu'on appelait une globalisation heureuse. Il y avait le village mondial. Et puis, cette globalisation, elle a permis à des acteurs nouveaux d'émerger. Des acteurs nouveaux qui sont l'Inde, qui sont la Turquie, qui sont la Chine par excellence, et puis beaucoup d'autres en Afrique, le Nigeria, et puis le Brésil, et puis l'Indonésie maintenant. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause de cette légitimité de l'ordre tel qu'il existe. Et la guerre en Ukraine a été un accélérateur, parce qu'on a vu, comme vous avez pu l'observer tous, on a vu lors de l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner, où on avait demandé de condamner l'agression, on avait demandé un cessez-le-feu, il y a eu plusieurs votes de suite, on a eu 40 à 60 pays, même si l'écrasante majorité suivait la résolution, 40 à 60 pays dont on était habitué à ce qu'ils votent comme les Occidentaux, qui, eh bien, souvent se sont abstenus. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause avec de grands acteurs qui sont en train de s'émanciper de cet ordre tel qu'il a été établi par les Occidentaux depuis 1945. Il y a donc cette accélération. Le Covid avait déjà joué son rôle en montrant que nos interdépendances pouvaient laisser apparaître des dépendances. Aujourd'hui, on est dans un ordre nouveau avec sans doute un début de découplage du monde parce qu'il y a une délégitimation de l'organisation du monde. Est-ce que ça veut dire que l'ONU n'existe plus? L'ONU n'est plus capable, elle est en dysfonctionnement. C'est la seule enceinte où se retrouve le monde entier, de la même manière que la COP21, qui est une organisation, une conférence de l'ONU, est un endroit où on peut traiter, où chacun a droit à la parole pour parler des questions, mais où en est-on des décisions de la communauté internationale? Et là, il y a de nouveaux équilibres qu'il faut trouver. Donc, effectivement, remise en cause de l'ordre mondial. Vous l'avez dit, Maurice Gourdeau-Montagne, émergence d'acteurs nouveaux. Je pense que ça, c'est l'un des éléments, l'une des grandes tendances. Isabelle Lasserre, vous partagez ce qui vient d'être dit? Oui, je pense qu'effectivement la guerre en Ukraine a été un accélérateur en même temps qu'un révélateur et un facilitateur d'une nouvelle organisation du monde. Elle a permis, en fait, elle a facilité
l'organisation, enfin la réorganisation de ce monde en deux blocs, un bloc occidental qui est sur la défensive et qui essaye de en fait défendre ce qu'on pourrait appeler ces privilèges acquis, enfin, c'est-à-dire en fait l'ordre dans lequel il était si à l'aise depuis 1945 puisqu'il le dominait en partie, et un autre monde qui est en partie celui de ce qu'on appelle le Sud global, mais qui inclut aussi d'autres pays qui veulent absolument remettre en cause cet ordre international et qui proposent sur la scène politique internationale un ordre différent. Cet ordre différent, il nous est vraiment très différent en ce qu'il est étranger parfois à la démocratie, en ce qu'il ne respecte pas le droit international, et c'est ça qui constitue un véritable challenge. Et la guerre en Ukraine a permis, en fait, de faire émerger le leader un leader provisoire, à mon avis, parce que néanmoins faible de ce nouveau monde, qui est Vladimir Poutine, et qui s'est associé, entre guillemets, avec la Chine, et qui a été rejoint par des pays comme l'Iran, la Turquie, l'Inde, une démocratie, et des pays africains. Je pense qu'on est vraiment au milieu de cette transformation. Par contre, on ne sait pas encore ce que va donner cet ordre mondial. C'est-à-dire qu'on est face à un monde où, en fait, ce que nous, on appelle l'autre, hein, vraiment ceux qui forment la majorité de la planète, ne veulent plus du tout vivre dans le monde de 1945. Et je pense que c'est tellement fort, ça se manifeste à la fois par la guerre en Ukraine, à la fois par la déconstruction de l'ordre occidental au sein des organisations internationales. C'est le blocage du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est aussi la manière dont la Chine et la Russie essayent d'imposer leur agenda politique et leur modèle culturel et politique à l'UNESCO, à l'OSCE. C'est la manière dont le G7 est boycotté par ces puissances, dont les BRICS s'étendent et s'agrandissent. Donc je pense que ce monde de 1945, de toute façon, il est pas forcément mort, mais il ne sortira pas de cette guerre d'Ukraine intact. C'est-à-dire qu'il va falloir forcément le changer parce qu'il est déjà changé. Alors après, qu'est-ce qui sortira de tout ça ? Je pense qu'on ne peut pas le savoir maintenant, tout simplement parce que c'est l'issue de la guerre en Ukraine qui va le décider. C'est-à-dire que il y a une compétition entre ces deux modèles et ces deux manières de voir le monde. Soit la Russie gagne, ce qui paraît quand même assez peu probable, mais soit elle gagne, ce qui n'est pas impossible. Hein, et à ce moment-là, il y a un fort mouvement en faveur de ces pays qui veulent prendre le pouvoir, en tout cas qui veulent avoir la place qu'ils estiment être la leur. Soit l'Ukraine gagne, et à ce moment-là, on est dans une possibilité d'un nouveau 1989, c'est-à-dire une possibilité à nouveau d'étendre la démocratie dans les pays de l'ancienne Union soviétique, de permettre la libération de ces pays qui veulent s'émanciper de l'espace ex-tsariste et soviétique et russe. Et là, les valeurs occidentales peuvent reprendre un petit peu de force. Si ce n'est pas le cas, je ne donne pas cher de la peau de l'Occident et de l'Europe. Alors, je retiens de ce que vous avez dit, je vous passe la parole bien sûr, Pascal Boniface, l'idée que l'on se trouve finalement au milieu d'une phase de transformation, qu'on peut aussi appeler phase de transition. On sait où on est, mais on ne sait pas très bien où on va. En tout cas, ce qui semble aussi, c'est qu'on soit en train d'entrer, Pascal Boniface, vous me confirmerez ou infirmerez, dans une ère nouvelle marquée aussi par plus de compétition et moins de coopération. Oui, évidemment, et puisque quand il y a la guerre, c'est qu'il y a plus de compétition et moins de coopération, et on voit que cette guerre fait des petits dans d'autres régions du monde, parce que les armes reprennent le dessus, qu'il s'agisse de la conquête du pouvoir que de la conquête des territoires, ce qui n'était pas le cas dans un premier temps. Isabelle parlait du tournant de 89, je pense que ce tournant a été manqué. Et si on se remet 30 ans en arrière, on a une guerre où la force est mise au service du droit, c'est la guerre du Golfe, où il y a une unité du monde pour punir quelqu'un qui a violé le droit international et l'ancienne alliance disparaissent. Et on n'a pas su profiter
de ce moment-là, puisque à l'époque, on pense que l'ONU va reprendre tous les pouvoirs qui étaient les siens à la rédaction de la charte. Il y a d'immenses espoirs sur les forces de maintien de la paix, et on voit que ça s'est un peu enlisé. Le deuxième tournant de la même époque, c'est que les États-Unis, le monde occidental, tout au triomphe par rapport à la disparition de l'URSS qui avait structuré notre vision du monde, la peur de la menace soviétique. Pendant des années, nous avions tous dans cela une peur très réelle et très fondamentale. En fait, on n'a pas vu que, alors que cette menace disparaissait, il y avait autre chose qui émergeait et que, focalisé sur l'Est, on n'a pas regardé le Sud. Et effectivement, la globalisation, souvent en imitant d'ailleurs les méthodes occidentales, ouverture des marchés, etc., tout d'un coup, il y a eu une émergence et des pays qui, autrefois, étaient soit muets, soit dociles, tout d'un coup se sont dit on ne peut plus accepter que le monde soit dirigé par les Occidentaux. Et au-delà de nos divergences, le constat commun que l'on fait tous les trois, c'est qu'effectivement, les autres ne veulent plus que les Occidentaux continuent à dominer le monde comme ils l'ont fait, soit depuis 1945, soit en fait depuis 5 siècles. Et c'est ça qui est fondamental. Là-dessus, la guerre en Ukraine sert d'amplificateur ou d'accélérateur, mais pas de déclencheur. Cela existait auparavant, simplement c'est un tournant. Et juste pour répondre à Isabelle, je ne sais pas si quelqu'un va gagner cette guerre. Moi je pense que la Russie l'a d'ores et déjà perdu, et même si Poutine garde des territoires qu'il n'avait pas en février 2022, il a plus perdu qu'il n'a gagné. Est-ce que l'Ukraine va gagner la guerre ou perdre? C'est autre chose, mais on risque d'avoir finalement des défaites collectives dans cette guerre. Alors, je reste sur la guerre d'Ukraine et j'avais dans l'idée de vous poser la question de votre ouvrage, Maurice Gourde-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Avoir ce titre, c'est est-ce que finalement il a fallu que vous réveilliez un petit peu les esprits pour leur faire comprendre que oui, les autres ne pensent pas comme nous. Je reste sur la guerre d'Ukraine. À qui appartient la sortie de la guerre en Ukraine ? C'est très difficile de dire à qui appartient la sortie, parce que le terrain va le décider. On est dans une contre-offensive qui, pour le moment, ne produit pas les effets qui avaient été attendus. On ne sait pas combien ça va durer. Et on a en face des Russes qui ont recomposé leur organisation, après avoir subi quelques échecs. Et Pascal Boniface racontait que, globalement, géopolitiquement, c'est un échec. L'OTAN a 2 membres de plus. La Baltique est maintenant une mer qui n'est plus une mer neutre. L'accès aux mers chaudes existe, mais il est compromis. Bref, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est important, je crois, dans cette guerre, c'est de voir que le terrain n'est pas encore décidé. Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu? Certains disent qu'il ne faut pas un cessez-le-feu. Il faudra arriver sur une situation où les territoires sont reconquis. On en est loin. Les Russes, ils ont, et on l'a perdu de vue dès le départ, ils ont l'habitude des guerres d'usure. Ça démarre toujours mal, mais après, ils ont l'espace et ils ont le temps. Et la Russie, s'il y a bien un pays qui ne pense pas comme nous, c'est la Russie. La Russie n'a jamais été une démocratie, elle a essayé un petit peu après 1990, mais la Russie est restée, je dirais, dans son enfermement russe, qui est celui des tsars, qui était celui ensuite de l'Union soviétique pendant 70 ans. Et aujourd'hui, les Russes que nous rencontrions étaient la face émergée de l'iceberg. Derrière, vous avez ce terrain, et je pense que Isabelle Lasserre le connaît encore mieux que moi, puisqu'elle y a vécu longtemps. Vous avez la campagne russe, les petites villes, et tous ces gens-là sont restés dans une espèce de glaciation. Moi, ce qui me frappe surtout, je vais rebondir sur ce qui a été dit avant, c'est la réaction du monde aujourd'hui face à cet Occident. C'est ce que cet Occident, et on le dit clairement, cherche à nous imposer des doubles standards, c'est-à-dire les doubles standards, faites ce que je dis et pas ce que je fais. On demande à certains pays d'appliquer des résolutions des Nations Unies, mais pas à d'autres. Il y a, pour un certain nombre de pays du monde, une injustice dans la manière dont le monde est gouverné. La gouvernance du monde ne fonctionne plus. Et puis il y a, et je crois que c'est très important pour ce qu'on appelle le camp occidental, les sanctions. L'extraterritorialité des sanctions. 20 pays dans le monde sont sous sanctions. La France en a vécu le contre-coup au moment de l'Iran, puisque lorsque les Américains, en reniant leurs paroles, sont sortis de l'accord sur le nucléaire iranien, eh bien, il nous était impossible de commercer avec l'Iran sous peine de perdre le marché américain. Et nos entreprises ont été punies pour celles qui auraient continué à le faire. Eh bien là, on se trouve dans une situation identique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens se disent, les pays se disent, après tout, nous voulons ne pas avoir à choisir, nous voulons pouvoir continuer à travailler avec les Américains, mais aussi avec les Chinois. Il y a 120 pays qui ont la Chine comme premier partenaire commercial et qui veulent leur développement. Et ces pays-là, ils disent, mais essayons de trouver un système dans lequel nous préservons nos intérêts et fin de l'extraterritorialité des sanctions. Ce que je remarque, c'est que les Américains le font, les Européens, régulièrement, le Parlement européen prend le relais et vote les mêmes types de sanctions que le Congrès. Et dans cette situation, nous sommes coincés parce que
Le Sud global, comme on l'appelle, expression, je dirais, qui doit rester très flexible, ce Sud global, il a trouvé des leaders, et il a trouvé un leader en particulier qui s'appelle la Chine, et qui est en train d'inventer de nouveaux concepts, un concept alternatif à la gouvernance mondiale. Concept très vague, ça s'appelle un concept, un destin partagé de l'humanité. Destin commun partagé de l'humanité, qui se décline sur le plan de la sécurité, sur le plan de la civilisation, sur le plan du développement, et notamment dans son application à travers les routes de la soie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près, parce que, oui, c'est un mode alternatif qui est suivi par tous ces pays qui disent « moi, je veux continuer à avoir accès auprès du FMI, et de l'autre côté, je veux continuer à travailler, à me développer avec la Chine ». Même si la Chine a les problèmes que l'on connaît en ce moment, je pense que vous suivez tout ça, les difficultés du chômage, de l'endettement, etc. Mais la vastitude du marché, les moyens qui sont mis pour monter en gamme technologique font que la Chine va rester un pays qui va être leader, au moins pendant la génération qui vient. Et donc voilà, le débat, il est là aujourd'hui. Alors, vous évoquez le 2 poids 2 mesures de l'Occident, Maurice Gourde-Montagne. Il est vrai que l'Occident paye aujourd'hui effectivement le 2 poids 2 mesures et les guerres en Libye, en Irak. La question des sanctions me suggère celle qui suit, c'est finalement qu'est-ce que l'on peut dire de la force du ressentiment dans les relations internationales aujourd'hui, Isabelle Lasserre? Oui, alors le ressentiment, bien évidemment, c'est les sanctions, mais c'est aussi le ressentiment historique. Là, on prend 2 exemples. Par exemple, prenons l'Afrique. Prenons la manière dont les Français sont chassés d'Afrique et dont on leur reproche, en fait, surtout leur présence militaire. Mais si on prend la dernière intervention militaire des Occidentaux, des Français, c'est l'intervention qui a été déclarée en 2011 en Libye et qui a été un échec absolu, tout le monde peut le dire. Prenons la guerre en Irak de 2003. Souvenons-nous, c'était l'époque où les néoconservateurs pensaient que, en fait, parce que ça, je pense que c'est une erreur, c'est bien au-delà des néoconservateurs, c'est une erreur que tout l'Occident a fait, c'est-à-dire de croire que, en fait, la démocratie, c'était comme le commerce. Ça allait être mondialisé, ça allait stabiliser les régimes et que ça allait se diffuser naturellement parce que c'était le meilleur des régimes. C'était l'illusion. L'Occident sauf la France, l'Allemagne, et voilà. Oui. Alors 2003, l'attaque, enfin le renversement de Saddam Hussein en Irak s'est révélé être un échec absolu, complètement contre-productif, et il n'a absolument pas fait pousser la démocratie dans le monde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent en fait tout ça chez ces peuples qui nous disent on veut pas, c'est quoi le droit international pour vous? Alors, c'est parfois aussi injuste et aussi, c'est pas systématique. C'est-à-dire, regardez l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie initialement du monde occidental. Elle était de l'autre côté du rideau de fer. Et l'Ukraine, aujourd'hui, est quand même le pays qui met le plus, en fait, qui s'abrite de manière le plus évidente derrière les valeurs de l'Europe, la démocratie, les droits de l'homme. C'est un vrai choix pour les Ukrainiens, comme ça a été le cas il y a quelques années pour les Géorgiens, par exemple, comme c'est aussi le cas de la moitié des Moldaves aujourd'hui. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça. Et pour répondre quand même à la question... Sur le ressentiment? Non, pas sur le ressentiment, mais sur... en fait, parce que je pense que c'est... De qui dépend la guerre en Ukraine? Oui, la sortie de la guerre en Ukraine. La sortie de la guerre en Ukraine, des Occidentaux, pour moi. Parce que, quel que soit le courage, la détermination et même l'héroïsme des Ukrainiens, ils seront toujours moins nombreux que les Russes. Et les Russes ont tellement fait repartir leur machine de guerre que si la guerre s'éternise, dans 2 ou dans 3 ans, on va voir un renversement de la situation. Et les Ukrainiens ne tiendront que par l'aide militaire occidentale. Donc il y a 2 solutions. Soit les Américains lâchent, et à ce moment-là, l'Ukraine perdra la guerre, soit les Américains tiennent l'Ukraine en réalisant qu'ils ne défendent pas que les Ukrainiens, mais aussi justement ces valeurs occidentales, la démocratie, etc. Mais c'est aussi une question pour l'Europe, parce que l'Europe sort du pays, du monde des bisounours. Elle s'est désarmée pendant 30 ans, elle était persuadée depuis les dividendes de la paix que
la guerre était éloignée pour toujours du continent. Elle se réveille aujourd'hui très groggy, mais je trouve que le réveil est un peu comateux. C'est-à-dire que la conscience à la fois de la nature du régime de Vladimir Poutine et des menaces qu'il fera peser s'il ne subit pas une défaite militaire, je pense que cette conscience-là n'est pas encore dans tous les pays européens. Donc ce sera aussi à l'Europe de se réarmer et de tenir dans le soutien aux Ukrainiens. Donc en fait, l'avenir des Ukrainiens dépend aujourd'hui des États-Unis et de l'Europe, en caricaturant. Alors Pascal Boniface, je vais vous donner la parole, mais on n'a pas le temps. Vous ouvrirez la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve tous les trois, Isabelle Lasserre, Maurice Gourde-Montagne et Pascal Boniface, après le journal. À tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. Regard sur les recompositions géopolitiques mondiales depuis le lieu unique à Nantes où se tiennent les géopolitiques de Nantes. Nous retrouvons nos invités, Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique du Figaro, rédacteur en chef adjoint au service international, Maurice Gourde-Montagne, ambassadeur de France et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, et Pascal Boniface, directeur fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Pascal Boniface, on a terminé la première partie de l'émission sur plusieurs notions, celle de la force du ressentiment dans la relation internationale, la question de savoir aussi si la guerre en Ukraine, la sortie de la guerre en Ukraine, poser la question de savoir à qui appartient cette sortie. Et j'ai une nouvelle question pour cette deuxième partie d'émission. On a bien sûr vu les États-Unis intervenir en Ukraine. J'aimerais avoir votre avis sur la force de la volonté américaine aujourd'hui d'intervenir dans les crises mondiales. Pascal Boniface. Alors, cette volonté est de moins en moins forte parce qu'il y a un phénomène assez général qui était déjà présent chez Obama, que Donald Trump a amplifié, qui est de dire on ne va pas lancer les États-Unis dans de nouvelles guerres. Et d'ailleurs, Biden, l'actuel président, a beaucoup plaidé pour le retrait anticipé d'Afghanistan. Il n'avait pas été écouté par Obama à l'époque, qui craignait de se fâcher avec les militaires. Biden n'avait pas ces précautions-là parce que, pour différentes raisons, il avait moins de crainte sur sa propre légitimité par rapport à la situation militaire. Et donc, il y a une fatigue irakienne des États-Unis avec l'Afghanistan. Ils ont quand même dépensé 2 000 milliards de dollars pour rien en Afghanistan, énormément, 3 000 milliards de dollars en tout entre l'Irak et l'Afghanistan. Une fatigue ukrainienne des États-Unis. Une fatigue irakienne. Irakienne. Une fatigue irakienne, pardon. Et donc, avant le déclenchement de la guerre, Biden avait répété urbi et orbi qu'il n'interviendrait pas et qu'il n'enverrait pas de soldats dans cette guerre, ce qui a peut-être été ressenti par Poutine comme une porte ouverte. Par contre, il y a une volonté d'aider l'Ukraine, de ne pas permettre une victoire de la Russie. Pour reprendre la phrase du président devant les ambassadeurs, la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Je pense que c'est quelque chose qui est accepté aux États-Unis, sauf que, et donc qui se traduit par une aide massive. Il n'y a pas un soldat, enfin pas un soldat officiel, mais il y a une aide massive. Mais on est à 19 mois de la guerre, donc il commence à y avoir maintenant une fatigue ukrainienne. Y compris aux États-Unis, les républicains s'interrogent. Donald Trump, lui, ne s'interroge pas parce que ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'interroger par ailleurs et qu'il a plutôt des convictions assez fortes. Il a dit qu'il réglerait la guerre en 24 heures, c'est-à-dire j'arrête toute aide à l'Ukraine, donc ils ne pourront plus se battre. Et il y a effectivement le pari de Poutine, c'est que Trump soit réélu et que s'il tient, et Maurice Gourde-Montagne a dit que Poutine pense que le temps joue pour lui, la profondeur. Et donc l'objectif de Poutine, c'est de tenir jusqu'à l'élection américaine. Il avait déjà fait ce pari pour les élections intermédiaires pour qu'il n'y ait plus d'aide américaine à l'Ukraine, ce qui changerait totalement le rapport de force. Donc il y a des interrogations sur la volonté à terme des États-Unis que Zelensky lui-même a relayée. Dans son dernier voyage aux États-Unis, a dit est-ce que cette volonté existe? On voit quand même que le président de la Pologne, qui est le pays le plus engagé contre la Russie et pour l'Ukraine, compare Zelensky à un noyé qui entraîne ceux qui veulent l'aider dans sa chute. On voit que donc il est remis en cause. Parce que, en fait, il n'y a pas eu de solution militaire à ce conflit, qu'on attend toujours l'effondrement de l'armée russe qui ne vient pas, et que l'armée russe ne pourra pas progresser beaucoup plus sur le territoire ukrainien, et que s'il n'y a pas de progrès plus fulgurant de la contre-offensive ukrainienne, il y aura une lassitude. Et là, je pense que, ce dont on ne parle pas assez, c'est le facteur démographique qui va jouer. C'est qu'il y a quand même 4 Russes pour 1 Ukrainien, et comme on donne beaucoup de matériel, mais pas du tout de soldats, à terme, ce facteur démographique joue pour la Russie. Et en fait, par rapport à votre question initiale, qui a les clés de la fin de la guerre? Isabelle a parlé des Occidentaux, mais il y a aussi peut-être les protagonistes
qui peut-être ne pourront plus combattre faute de combattants. Il y a déjà de nombreux Russes qui ont fui leur pays pour ne pas être envoyés sur le front. Il y a des désertions de plus en plus importantes du côté ukrainien, parce qu'on est mobilisé au début de la guerre quand il s'agit de défendre l'indépendance du pays, quand il s'agit de défendre l'intégrité du territoire pour les territoires qui peuvent paraître lointains pour certains, eh bien, et c'est vrai que pour une jeunesse ukrainienne, si l'horizon est la guerre, c'est de moins en moins mobilisateur. Alors, le thème de cette table ronde, c'est les recompositions géopolitiques mondiales en cette année de 2023. Si on doit, pour résumer un petit peu et peut-être rassembler un peu, d'une certaine manière, les idées, les grandes tendances dans ces recompositions aujourd'hui, on remarque plusieurs choses, et on l'a évoqué rapidement peut-être, mais une sorte d'accélération de la contestation vis-à-vis des États-Unis. On n'en a pas encore parlé, mais la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis, avec tout ce qui est technologique au cœur de cette compétition. Et puis, on l'a évoqué rapidement, l'émergence de puissances régionales qui aujourd'hui se veulent des puissances mondiales. Ça, c'est la grande nouveauté, Maurice Gourdeau-Montagne. En effet, c'est effectivement cette rivalité stratégique d'abord entre les États-Unis et la Chine. On a commencé à en parler effectivement, rivalité globale sur le plan technologique, car qui dit technologie dit qui va produire, mais qui va produire selon quelles normes. La question est une question de normes. La norme qui sera celle des hautes technologies. D'où l'interdiction faite par le Congrès américain d'exporter vers la Chine tout ce qui concerne les semi-conducteurs. Mais ça va jouer pour les biotechnologies, ça joue pour l'intelligence artificielle, ça joue pour un certain nombre de secteurs où la Chine est en concurrence sur le monde global avec les États-Unis. C'est aussi une concurrence dans le Pacifique. Et là, c'est la question de Taïwan. Et vous allez voir, enfin, je ne prends pas les paris, mais comme ça a été dit par Pascal Boniface, la guerre va petit à petit sur l'Ukraine, va durer encore sans doute peut-être jusqu'aux élections présidentielles américaines, mais entre-temps, c'est la rivalité entre ces deux pays, la Chine et les États-Unis, qui va prendre le dessus. Et il y a un comité spécial à la Chambre des représentants à majorité républicaine depuis l'année dernière, qui a été constitué et qui suit la Chine pas à pas. C'est là que se prend un certain nombre de décisions, dans une compétition entre les démocrates et les républicains. Entre-temps, vous aurez les élections présidentielles à Taïwan, qui sont un enjeu énorme. Qu'est-ce qui va sortir de ces élections à Taïwan ? Début 2024. Début 2024. Quelles seront les provocations ? Quelles seront les tensions qui vont en résulter ? Voilà le sujet. Alors, le monde, effectivement, il y a d'autres puissances. Vous avez des puissances, je l'ai dit, qui s'émancipent. L'Inde a inventé un nouveau concept très intéressant pour un pays qui était celui du non-alignement. Elle a inventé le concept du multi-alignement. C'est très intéressant. L'Inde, un jour, voit ses dirigeants être dans une réunion avec les Occidentaux au G7 ou dans une réunion avec le Quad, qui est une organisation à 4 pays, États-Unis, Japon, Australie, Inde, pour contenir la Chine dans le Pacifique. Et puis le lendemain, les Chinois se retrouvent, les Indiens sont invités avec les Chinois à participer à une réunion des BRICS. Et puis le lendemain, on envoie des bateaux indiens avec les Chinois et les Russes faire des manœuvres sous le nez des Japonais dans l'Extrême-Orient. Donc, on voit une extrême flexibilité de la diplomatie indienne. Il n'y a pas d'alliance, tout est fluide, on agit selon ses intérêts et beaucoup de pays sont tentés de faire la même chose. Vous avez également la Turquie qui elle-même montre une certaine souplesse et puis vous avez la Chine qui invente de nouveaux concepts. Donc on est dans une véritable transformation à la fois pratique, à la fois opérationnelle, mais également conceptuelle d'un certain nombre de pays. Je pense personnellement que notre intérêt à nous, la France, c'est de regarder de près ce qui se passe et de ne pas rester confinés dans un seul camp. Nous sommes dans une alliance, nous sommes dans l'Union européenne, bien entendu, nous devons y rester, mais nous devons essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté, car c'est notre intérêt de suivre, et c'est notre tradition diplomatique, d'être toujours avec ceux qui sont avec un temps d'avance. On a des relations avec la Chine, l'Inde est un partenaire stratégique, nous devons déjà commencer à le faire. Il y a d'autres régions qui montent, comme le Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite. Il y a évidemment toute la région de l'Asie du Sud-Est, mais voyons où sont les nouveaux pôles de croissance et voyons que ce monde, je dirais, fait craquer ce qu'il appelle les chaînes qui étaient celles du monde post-colonial. Et j'ajoute à ça, pour terminer, qu'il y a dans tous ces pays une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Et c'est ce qu'on voit en Afrique. Ne perdons pas la nouvelle génération. Ne traitons pas la nouvelle génération avec les habitudes et la routine
que nous avions avec les anciennes. Je crois que ça, c'est la clé. La question des nouvelles générations, effectivement, est importante. Alors, beaucoup d'éléments aussi. La décision prise, ou l'annonce faite, en tout cas, dans le cadre du dernier sommet du G20 par les États-Unis de créer ce couloir logistique, qui est une sorte de contre-projet à la Belt and Road Initiative de la Chine, qui rassemblerait donc les États-Unis, l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. On est là dans la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis. Pour ce qui est du multi-alignement, Isabelle Lasserre, l'alliance Chine-Russie, une alliance tenable dans le temps? Alors ça, c'est la question à laquelle personne n'arrive à répondre. Moi, je dirais juste que cette association, enfin plutôt cette forte coopération, on l'a enterrée depuis le début de la guerre, et force est de constater que un peu plus d'un an et demi après le début de la guerre, elle est toujours là, et elle s'est même consolidée. Donc, pour moi, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il y a des intérêts évidemment économiques qui sont que la Chine aide la Russie à contourner l'embargo. Il y a un arrière-plan politique chinois qui est sans doute de se réjouir de la vassalisation prochaine de la Russie. Mais il y a surtout le nœud de ce couple géopolitique qui peut-être sera éphémère, c'est l'opposition aux États-Unis. Et c'est c'est l'opposition aussi à l'ordre occidental de 1945. Et il y a un objectif commun, c'est de le déconstruire, de le détricoter pour imposer leur ordre, qui n'est pas le même, mais qui appartient à la même famille. Ils ont d'ailleurs des moyens communs, et parce qu'il y a la guerre sur le terrain physique avec les armes, celle qu'on voit de la Russie en Ukraine, mais on voit aussi une autre guerre beaucoup plus invisible qui, à mon avis, est en train de faire plus de mal que la guerre en Ukraine, c'est la guerre informationnelle. La Russie, c'est pas qu'elle est en train de la gagner, c'est qu'elle a pris une telle avance qu'on réalise juste, on a vu les troupes russes envahir l'Ukraine, mais on n'a pas vu qu'en fait la Russie envahissait les pays occidentaux d'une autre manière, ou en tout cas certains milieux. La propagande, la désinformation, les vidéos qui circulent, etc. Et la Chine fait exactement la même chose. Alors ce couple, à mon avis, tiendra très solidement jusqu'à ce que le projet soit des deux, avec leurs petits satellites qui sont l'Iran, certains pays africains, certains pays asiatiques qui veulent la même chose, soit opérants. Alors, on a dit, et ça aussi c'est tout à fait vrai, c'est vrai qu'il y a une ligne rouge chinoise vis-à-vis de la Russie, et celle-là, elle nous arrange bien, c'est l'utilisation des armes nucléaires. Et Xi Jinping a été vraiment très très clair vis-à-vis de Poutine, et c'est le seul d'ailleurs qui ait des leviers suffisants pour influencer Vladimir Poutine à ce niveau-là. Et le message est clair, c'est, bon, tu fais ce que tu veux en Ukraine, la poursuite de la guerre en Ukraine, j'ai oublié de le dire, arrange la Chine. Donc la Chine ne veut surtout pas que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire, mais cette espèce de déstabilisation permanente du flanc est de l'Europe arrange la Chine. Ça arrange la Chine parce que c'est une fragilisation des démocraties occidentales, une fragilisation de l'Europe. Ça détourne aussi, en tout cas momentanément, le pivot asiatique des États-Unis. Et puis en plus, ça lui donne le temps de faire tout un tas d'expériences et d'études pour les appliquer ou non, ou changer ses plans plus tard vis-à-vis de Taïwan. Donc l'Ukraine est un laboratoire, en fait, pour la Chine. Donc pour toutes ces raisons, cette alliance me paraît assez solide. Pascal Boniface, vous partagez sur cette alliance? Non, je ne parlerai pas d'alliance, parce que la Chine n'envoie pas de soldats en Russie. La Chine n'envoie pas de matériel militaire en Russie, c'est un partenariat. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et effectivement, les deux sont complices pour contester la domination américaine,
contester le rôle du dollar comme monnaie internationale, mais ce n'est pas une alliance. C'est Kissinger récemment qui a dit qu'il n'avait jamais rencontré un dirigeant russe qui disait du bien des Chinois, ni un dirigeant chinois qui parlait positivement de la Russie. Et je pense que les Chinois méprisent les Russes. L'affaire Prigojine, pour eux, c'est quelque chose d'insensé. Jamais la chef d'une milice oserait critiquer le ministre de la Défense. Et même l'homme le plus riche du pays, Jack Ma, a été rapidement mis au pas quand il commençait à prendre des libertés. Les Chinois pensent que Poutine ne tient pas sa boutique et qu'il s'est lancé dans une guerre aventureuse qui vient les gêner parce qu'ils avaient une marche tranquille vers la domination mondiale et que ça a ressoudé le camp occidental et que c'est extrêmement maladroit et que tout ceci n'est pas pensé à long terme, contrairement à eux. Donc ce n'est pas une alliance, mais c'est un partenariat solide, effectivement, parce que la Chine ne peut pas accepter une défaite de la Russie. Et d'ailleurs, ni les États-Unis ni la Chine ne souhaitent un effondrement de la Russie. Ils ne veulent pas un pays avec des milliers d'armes nucléaires sur 11 fusées RR qui ne seraient plus sans commandement. C'est vrai que quand Prigojine, la perspective qu'un Prigojine prenne le pouvoir en Russie ne rassurait personne. Donc, oui. Alors, mais donc pour l'instant, si la Chine effectivement profite de la guerre, au début la guerre jouait contre la Chine parce que ça augmente le prix des matières premières énergétiques et alimentaires qui sont leurs deux principaux postes d'importation. Là maintenant, la Chine s'arrange du conflit parce que sur le temps long, elle joue en sa faveur, tout simplement parce que la Chine va partout dans le Sud en disant qu'eux proposaient un plan de paix, mais malheureusement les Occidentaux l'ont rejeté, et que si on les écoutait, la paix viendrait tout de suite, mais que malheureusement, comme les États-Unis continuent à alimenter en armes l'Ukraine, la guerre se prolonge. Et ceci dans le Sud global. Dans le Sud global, au sein des BRICS, certains pays redoutent une Chine trop puissante, un peu déséquilibrante, mais son discours « nous on veut la paix et la guerre est alimentée par les États-Unis », qui bien sûr est une présentation, qui n'est pas la réalité, mais cette présentation a des clients dans le Sud. Alors, Maurice Gourde-Montagne, vous disiez précédemment que la France ne devait pas rester dans un seul camp. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'Europe sur la question de l'autonomie stratégique européenne. Est-ce qu'elle est, d'après vous, totalement enterrée ? Est-ce qu'elle fait encore, l'Europe, partie du calcul politique américain ? Et enfin, une question pour tout le monde. Est-ce que le monde a à gagner des recompositions que nous avons évoquées jusqu'ici ? Maurice Gourde-Montagne. Alors, l'Europe intéresse les Américains dans la mesure où l'Europe contient la Russie. Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont livré tant d'armes sans intervenir eux-mêmes, ont livré tant d'armes à l'Ukraine, et c'est la raison pour laquelle, finalement, nous nous mettons derrière, dans ce camp américain, parce que nous n'avons pas les moyens, par nous-mêmes, de tenir. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme l'a dit Pascal Boniface, on va avoir des élections aux États-Unis et que nous ne savons pas qui va sortir des urnes. Et si c'est Trump, nous allons nous retrouver, et peut-être même dès avant, nous allons nous retrouver dans une situation où nous serons seuls dans cette situation. Qu'est-ce que nous allons faire ? Est-ce que nous allons nous débrouiller par nous-mêmes ? Nous sommes dans l'OTAN, nous sommes maintenant 23 pays sur 27 de l'Union européenne qui avons rejoint l'OTAN, la Suède presque complètement. Ça veut dire que nous allons être équipés avec du matériel américain. Ça veut dire que, étant équipés avec du matériel américain, nous allons en acheter d'autant plus, enfin je dis nous, la France aussi, nous allons acheter du matériel qui, puisqu'il arrive de manière très, très forte et très appuyée, va être de moins en moins cher. Moins il est cher, plus on en achète. Bref, les Américains renforcent une position. Nous savons, nous Français, par expérience, que lorsqu'on achète du matériel étranger, nous sommes sous la coupe et la stratégie de celui qui vous vend ce matériel. On n'est pas libre quand on achète du matériel militaire. Donc nous nous trouvons dans une situation où il faut réfléchir à l'avenir. Le jour où les Américains nous disent, écoutez, débrouillez-vous, nous c'est la Chine, notre priorité, et ça ne saurait tarder, eh bien, qu'est-ce que nous faisons ? Alors, il faut réfléchir sans doute à un pilier européen de l'Alliance. On a observé avec cette guerre un déplacement du centre de gravité de l'Union européenne vers l'est de l'Europe, c'est-à-dire avec le rôle joué par la Pologne, joué par les pays baltes, avec une Pologne qui, elle, est en train de se préparer en 2030 pour avoir une armée de 500 000 hommes, consacrée sans doute entre 4 et 5% de son budget, extrêmement cher, on verra comment il le finance, mais néanmoins, il y a une volonté dans cette posture plus allante de l'Europe sur le plan de la sécurité, d'avoir une Pologne plus forte. Les Allemands ont ce fonds spécial de 100 milliards qu'ils ont voté, ils ont du mal à l'affecter, parce que ce sont des règles budgétaires complexes en Allemagne, mais en l'occurrence, ils ont ça. Nous avons voté la loi de programmation militaire.
413 milliards d'euros sur 5 ans. Donc nous sommes tous avec une nouvelle, je dirais, un nouvel élan donné à notre défense et à notre sécurité. La question, c'est comment est-ce qu'on se coordonne? Est-ce qu'à partir de ces 3 pays, et avec ceux qui eux-mêmes sont capables de fournir et qui ont une base industrielle, l'Italie, la Suède, la République tchèque, l'Espagne, quelques autres, nous arrivons à créer un pilier européen de défense au sein de l'OTAN, mais digne de ce nom, parce qu'il faudra qu'il puisse relever d'une certaine autonomie stratégique que nous essayons de trouver. Le problème, c'est de se retrouver nus. Je me rappelle, et par expérience, et je peux vous le dire, pendant la guerre en Irak, un jour, j'ai eu Condoleezza Rice au téléphone qui m'a dit « Puisque vous n'êtes pas avec nous dans la guerre, eh bien nous réfléchissons à vous couper vos réserves stratégiques. » Les réserves stratégiques, ce sont les pièces indispensables sur un certain nombre de nos avions qui exercent la dissuasion nucléaire. Ça voulait dire que les Américains, ils ne l'ont pas fait in fine, mais les Américains réfléchissaient à nous atteindre dans quelque chose qui est essentiel pour l'exercice de la souveraineté, qui s'appelle la dissuasion nucléaire. Croyez-moi, c'est un choc. Le chef d'état-major des armées avait reçu le même message. Ce sont des chocs et on se dit, est-ce qu'on ne doit pas se débrouiller, se préparer par soi-même? Et donc, c'est ce qu'il faudrait faire. Dans le contexte actuel, nous sommes pour longtemps, je dirais, dépendants de l'OTAN, nous y serons, mais il faut savoir aussi se dire que le Congrès américain peut regarder ailleurs, et c'est sans doute ce qu'il fera. Pascal Boniface. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Maurice, sauf que le problème, c'est qu'on dépense plus, mais on ne dépense pas mieux. C'est que sur les acquisitions de matériel militaire des pays européens dues à cette augmentation collective des dépenses, 78% étaient faits dans des pays non européens et 63% aux États-Unis. Donc en fait, on a augmenté nos dépenses militaires pour acheter en dehors, et comme on muscle notre appareil de défense, il n'y aura plus de place pour des appareils européens, etc. Et donc il y a une guerre sous-jacente de l'industrie militaire américaine, mais qui n'est pas nouvelle, parce que nous sommes alliés, mais nos industries militaires sont rivales. Et le fait qu'il y ait une industrie militaire française, vivante et digne de ce nom ne satisfait pas les Américains. Et donc là, on voit que l'augmentation des dépenses militaires, qui pourrait dire on a une meilleure posture, se traduit par des acquisitions massives de matériel non européen et donc par un affaiblissement relatif de l'Europe. C'est le cas des Polonais, effectivement, qui ont acheté massivement en Corée du Sud. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes directeur fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et je donne le titre de votre dernier ouvrage, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique aux éditions Erol. Merci aussi à Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique du Figaro, rédacteur en chef adjoint au service international et ancienne correspondante à Moscou. Son dernier ouvrage, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses aux éditions L'Observatoire. Et Maurice Gourdon-Montagne, ambassadeur de France et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Son livre Les autres ne pensent pas comme nous, aux éditions Bouquin, a remporté le prix du Festival des géopolitiques de Nantes. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à Nantes, Nathalie Laporte à Paris. À demain. Voilà. Alors, le micro est là à nouveau. Merci beaucoup. Pardon, je n'avais pas vu les signes. Je vois beaucoup de gens se lever, comme je le disais en introduction. Ça n'est pas terminé. Et justement, place à vous. Donc, profitez-en. C'est peut-être pas souvent. Voilà. S'il y a des questions, j'espère qu'il y en a, parce qu'on a
Voilà, moi j'avais encore plein de questions que je n'ai pas pu poser, donc si vous n'avez pas d'idée, je peux le faire, mais je pense que c'est important que vous preniez part à cet échange avec donc Isabelle Lasserre, Maurice Gourdeau-Montagne et Pascal Boniface. Est-ce qu'il y a un micro qui peut se promener et que des gens lèvent la main s'ils ont une question à poser, avec peut-être que ce soit des questions courtes, pas de grandes déclarations. C'est peut-être pas l'endroit, mais voilà, des questions, et je prendrai 2-3 questions. Première vague de 2-3 questions, puis une deuxième. Est-ce qu'il y a des micros? Il y en a un là. Alors ah oui, monsieur qui est juste au milieu, madame aussi. Si levez la main de façon à ce que la personne avec le micro puisse vous voir. C'est reparti là-bas. Bonsoir. Moi, je me demandais, si on n'est plus dans une configuration politique qui oppose un camp à un autre, et s'il faut essayer de penser comme les autres pour pouvoir les comprendre, est-ce que ça signifie qu'il faut, pour s'en sortir, rester neutre, pour ne pas se couper des ponts, pour ne pas se couper des liens diplomatiques? Mais quand on fait ça, quand on essaye de rester neutre, ça favorise quoi? Ça favorise la paix ou ça favorise plutôt le laisser-faire et la force et la guerre? Merci, c'est une bonne question que j'avais aussi prévue. La question de neutralité, est-ce qu'elle est possible? Alignement, multi-alignement. Une autre question, il y avait un monsieur ici au 1, 2, 3, 4e rang, au 5e rang. Non, bien sûr. Oui, je laisserai chacun répondre à la question qu'il souhaitera, on piochera. Question suivante. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant le détricotage ou l'affaiblissement de l'ordre occidental mis en place en 1945. Je voulais savoir si les Occidentaux n'avaient pas eux-mêmes contribué à l'affaiblir en intervenant contre le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU, contre le Kosovo, enfin contre la Yougoslavie lors de la guerre du Kosovo en 1999. Merci. Une troisième question et on commencera à répondre et ensuite il y aura une deuxième vague de questions. Il y avait un monsieur ici devant. Levez la main parce que personne ne vous voit. Bonjour, moi j'avais une question pour faire un parallèle entre deux îles. Profiter de la présence de notre ambassadeur pour connaître quel est le niveau pour lui de tension. En 2021, c'était l'endroit le plus dangereux du monde. En 2023, il semble qu'on soit aussi dans une configuration assez complexe vis-à-vis de l'embrasement de l'Asie du Sud-Est et Taïwan par rapport à la Chine qui n'a plus à l'éternité. Merci. Donc, je vous propose, Maurice Gourdeau-Montagne, de répondre à cette dernière question. La première ou la deuxième? Non, la dernière, puisqu'en fait, elle vous était adressée. Non, très bien. Sur les tensions. Oui. Donc, je crois que vous avez tout dit. En 2021, la tension, elle était effectivement sur l'Ukraine, avec d'une part, comme du temps de la guerre froide, et c'est cela qu'on a perdu de vue, ce qu'était la guerre froide, je dirais un vide de sécurité au cœur de l'Europe, dont un certain nombre, je dirais, de stratèges américains s'étaient rendus compte déjà dès les années 90, avec un certain nombre de gestes de la part des Occidentaux, de la part du camp de l'OTAN, vis-à-vis des Russes. Les Russes sont arrivés à la fin de 2021 avec des demandes dont beaucoup étaient extravagantes. Le recul de l'OTAN sur les frontières de 97, bref, mais c'est le début d'une négociation. Et ensuite, on pouvait discuter des demandes adressées à l'OTAN et des demandes adressées aux États-Unis, pas aux Européens. Et donc ça, c'est très important de garder en tête que pour les Russes, le pays avec lequel ils discutent, comme du temps de la guerre froide, car ce sont leurs schémas de pensée, c'est les États-Unis. 6000 têtes nucléaires de chaque côté, donc on est sur un pied d'égalité. On aurait pu imaginer que Biden, d'ailleurs, aurait continué dans cette voie, puisqu'il avait reçu Poutine à Genève et qu'on avait commencé à parler de cette question de contrôle des armements. Donc on avait cela, et au même moment, on amasse des troupes. Et donc on met la pression pour qu'une négociation avance. Et vous vous rappelez, y aura-t-il la guerre, y aura-t-il pas la guerre? La tension était extrême. Maintenant, vous avez raison, 2023, c'est la tension sur Taïwan. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je l'ai dit, il y a des échéances électorales à Taïwan et aux États-Unis qui, pendant du début de 2024 à la fin de 2024, vont certainement cristalliser les tensions. Alors, est-ce que le pire est sûr? Ce qui est sans doute certain, c'est que ces provocations, des tensions, vont amener des gestes des Chinois
que eux provoqueront eux-mêmes, ou bien ça viendra de l'autre côté, mais les livraisons d'armes américaines ou les visites de responsables américains à Taïwan, dont je rappelle que Taïwan, c'est pas comme l'Ukraine, c'est une entité, je dirais, sui generis, une entité qui n'a pas d'existence internationale. Elle est reconnue politiquement par la plupart des pays du monde, mais c'est depuis 1972 qu'on a basculé de la Chine, de Taïwan vers la Chine populaire pour reconnaître la Chine populaire comme une seule Chine, comme la vraie Chine. En l'occurrence, Taïwan existe. Taïwan est une démocratie depuis 30 ans. Et Taïwan, nous ne pouvons pas accepter un coup de force sur Taïwan. Donc on a cette entité et on a constamment les Chinois qui franchissent la ligne médiane dans le détroit, qui testent des blocus, qui essayent d'étouffer petit à petit Taïwan et qui testent la résistance et qui testent les réactions de l'Occident parce que pour les Chinois, la réunification de toute la Chine, c'est quelque chose de fondamental pour une simple raison. C'est qu'à Pékin, on ne tolère pas qu'à Taïwan, on dise « nous représentons toute la Chine et l'héritage chinois ». Pékin estime que la communauté internationale les reconnaît et qu'il y a ce qu'ils appellent le principe d'une seule Chine. Nous, les Français, nous sommes pour le statu quo. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une poussée, il y a une ligne stratégique qui passe par Taïwan, qui est absolument fondamentale pour nous tous, et notamment pour les routes d'approvisionnement. Vers le Japon et dans tout le Pacifique, il faut que le détroit puisse rester libre, et il faut qu'il y ait, ce que les Chinois refusent de faire, un droit de navigation en haute mer, en mer de Chine du Sud, et dans le détroit qui puisse perdurer. Voilà comment se pose le problème. Alors, est-ce qu'il y aura un incident qui dégénère ? J'observe que l'administration américaine essaye de garder le contact. Vous avez vu que Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, et Jack Sullivan, le conseiller pour la sécurité de Biden, se sont rencontrés encore à la mi-septembre, le 18 septembre, donc on essaie de maintenir le contact. Ce qui est à regarder de près, c'est le Congrès, parce que le Congrès a une opinion publique et veut gagner les élections à la fin de l'année prochaine. Et là, il y aura sans doute, je dirais, une montée, une compétition entre les deux partis, puisque c'est le seul sujet, à 70%, qui intéresse l'opinion publique américaine. Voilà ce que je dirais sur la situation présente, qui doit évidemment attirer toute notre attention. La question qui se posera pour nous, sur le plan géopolitique, c'est que depuis les 2 sommets de l'OTAN, de l'année dernière à Madrid et cette année à Vilnius, la Chine figure en bonne et due place dans les défis qui sont posés à la sécurité euro-atlantique. On peut en discuter. J'espère personnellement que les Américains ne se saisiront pas de ce prétexte pour demander à l'OTAN de venir les accompagner dans une opération de containment de la Chine. Il y a eu hier, pas plus tard qu'hier, j'ai lu ça dans un journal japonais, à Taïwan, une demande du ministre de la Défense de joindre les efforts de l'OTAN à ceux de AUKUS, le pacte avec les Australiens, contre la Chine. Donc ce sont des indices, des petits signaux. Je crois qu'il faut être très très vigilant pour ne pas se laisser embarquer dans une croisade anti-chinoise. Merci beaucoup pour cette réponse. La question du détricotage du monde, de la responsabilité des Occidentaux et la question du Kosovo en 1999, Isabelle Lasserre, je suis sûre que vous avez très envie d'y répondre. Moi, j'aurais préféré la neutralité, mais c'est compliqué le Kosovo. Si je suis obligée de répondre, c'est un ordre. Hein. Ah non. Non, il y a de la liberté. C'est comme tu as le droit au silence. Non, comme le Kosovo, comme aujourd'hui l'Azerbaïdjan, sont des dossiers extrêmement compliqués. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent en opposition des principes qui se cognent, avec d'un côté la question de l'intégrité territoriale, et de l'autre côté, la question de l'autodétermination des peuples et de la protection des populations, surtout quand, comme c'était le cas au Kosovo, elles étaient chassées de leur pays et victimes d'exactions de la part des Serbes, et comme aujourd'hui au Haut-Karabakh, les Arméniens sont vraiment poussés dehors un peu brutalement par les Azerbaïdjanais. Donc c'est très compliqué. À cette complexité, on rajoute en fait l'ancrage historique de tous ces conflits qui étaient soit des conflits gelés, soit des conflits qui bouillonnaient à petit feu et qui ont explosé. À qui appartenait-il ? À partir de quel moment on fait commencer l'histoire ? À partir de quel moment on décide qu'on ne peut plus revenir en arrière et qu'on accepte que, par exemple, la Crimée est ukrainienne, parce que c'est la question parce qu'à un moment, le droit international a décidé qu'elle l'était, parce que elle a été attribuée à l'Ukraine par la Russie, par l'URSS.
Ceci étant dit, vous avez raison de souligner que la question du Kosovo est une épine géopolitique dans la politique étrangère de la Russie depuis toujours. C'est-à-dire que ce soit pour des raisons profondément ressenties ou alors parce que il faut appuyer, c'est facile d'appuyer là où ça fait mal. C'est vraiment une des choses que n'ont pas digéré les Russes. Et ça fait partie de ce ressentiment contre l'Occident, comme l'Irak en fait partie et comme la Libye en font partie. Donc on ne peut pas non plus complètement l'effacer d'un coup d'éponge. Est-ce que je peux dire quand même 2 mots sur la neutralité ou pas? Oui, bien sûr, ça permettra ensuite de faire la transition à Pascal Boniface. Allez-y. Hein? Oui. Alors moi je pense, parce que je crois au contraire que par exemple, les pays qu'on dit émergents aujourd'hui, notamment l'Inde, ils se revendiquent de la neutralité. En fait, c'est un peu les héritiers des non-alignés dans les années 60. Mais est-ce que nous, on peut être neutre? Quand je dis nous, c'est la France, les États-Unis, l'Europe. Eh bien, moi, je crois justement que surtout pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité dans un conflit comme l'Ukraine et la Russie? Donc une dictature, un pays au moins ultra-autoritaire qui attaque son voisin contre un autre pays démocratique. Ben, ça veut dire qu'on prend le parti de la Russie. Et on va avoir le même problème entre la Chine et Taïwan. Et les États-Unis, alors, Emmanuel Macron s'est fait un petit peu secouer quand il avait parlé d'une 3e voie, quand il avait dit qu'il ne fallait pas forcément prendre parti entre les États-Unis et la Chine. Depuis, il est revenu un petit peu sur ses propos. Mais moi, je pense qu'il faut prendre position contre la Chine. On a des pays qui nous considèrent soit comme des adversaires, comme la Chine, soit qui considèrent qu'ils sont en guerre contre nous, comme la Russie. Et en fait, rester neutre, ça veut dire prendre leur camp et ça veut dire s'effacer de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement sous le parapluie américain. Merci. Pascal Boniface, votre regard à vous sur la neutralité. Oui, juste un petit mot sur le Kosovo, et je reconnais qu'Isabelle, ça laisse dans la trace. Juste, c'est peut-être que la télé était moins puissante à l'époque, mais on avait moins d'images des populations bombardées. Pendant la guerre du Kosovo, on donnait moins la parole à ceux qui étaient bombardés à cette époque, peut-être parce que c'est nous qui lancions les bombes. C'est pour ça qu'on donnait moins la parole aux gens qu'on le donne dans ce conflit-là. Par rapport à la neutralité, on n'est pas neutre, on fait partie d'une alliance, on est du côté de l'OTAN, il y a un pays qui est agressé par un autre, on doit l'aider. Mais cette participation à l'alliance ne doit pas faire de nous un pays aligné. La formule allié mais non aligné existe toujours, doit toujours être notre guide. Et justement, à une époque où il y a cette division majeure et montante du Ouest versus le reste, la France a un rôle essentiel à servir de pont, à vouloir jouer à une politique de rapprochement avec les grands émergents. Rappelons justement que dans les grands émergents, il n'y a pas que des pays autoritaires, il y a aussi de vraies démocraties, et que là, on a une carte à jouer par rapport au Brésil, par rapport même à l'Inde, par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à d'autres, et qu'il faut jouer cette carte-là pour faire que cette coupure Ouest versus Est soit la moins béante possible. Et par rapport à la Chine, effectivement, Biden, avant même la guerre en Ukraine, parlait de cette coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires. La guerre en Ukraine est venue renforcer son argumentation, mais là, il y a un piège d'être entraîné, malgré nous, dans une croisade anti-chinoise. On a des points de rivalité avec la Chine, des points de coopération, mais le problème entre Washington et Pékin, c'est la suprématie mondiale. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème, c'est leur problème. Et il ne faut pas que l'OTAN, effectivement, c'est le traité de l'Atlantique Nord. La Chine ne borde pas l'Atlantique et on voit qu'on est bon gré mal gré, et plutôt malgré que bon gré, entraîné de plus en plus dans une sorte de prophétie auto-réalisatoire et qui va transformer la Chine en ennemi. On a fait beaucoup d'erreurs avec la Russie, on en paye le prix, et ça serait mieux d'éviter de faire les mêmes à l'égard de la Chine. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 15 minutes pour poursuivre ce débat. On m'a demandé d'arrêter à 16h50. Ah bon, oui. C'était les consignes. Je vous propose une nouvelle série de questions. Peut-être on peut même en prendre 4, si les réponses peuvent être courtes aussi. Alors, oui. Voilà. J'ai une question pour les 3 speakers. Vous n'avez pas du tout évoqué la contribution de la crise climatique et écologique aux recompositions géopolitiques. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez le rôle que vous voyez de ces crises-là dans la recomposition géopolitique. Merci.
Merci, c'est vrai que c'est par manque de temps. Une autre question ? Oui, bonjour. J'ai une question d'ordre civilisationnel. Voilà, je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui nous propose. Le monde est de plus en plus divisé entre l'Occident et le reste du monde. Nous, ce qu'on propose, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est le respect de la diversité, c'est le respect des minorités, c'est la liberté, c'est de très belles valeurs que nous considérons comme étant universelles. Et finalement, ces autres pays qui ne sont pas considérés comme des pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Qu'est-ce qu'ils proposent à l'humanité ? Quelles sont les valeurs ? Et ont-ils l'assentiment de leur peuple ? Merci. Une autre question ? Oui, bonjour. On aperçoit que dans le monde, en ce moment, il y a de grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour nous, la France, de tirer notre épingle du jeu et éviter de se faire manger justement par ces puissances qui sont en développement et qui sont en train d'avoir une plus grande influence dans le monde et dans les contextes géopolitiques du moment. Merci. Une dernière question, parce qu'ensuite, on manquera de temps pour les réponses, donc c'est un peu frustrant. Donc, dernière question. Alors moi, ce que je me demandais, c'était, et l'ONU dans tout ça, est-ce que la solution pour sa survie vient peut-être de l'adhésion de nouveaux membres au Conseil de sécurité? Merci. Alors cette fois-ci, je vais laisser à Isabelle Lasserre le choix de la réponse, parce que j'ai senti qu'il y avait un petit peu de tension avec la question de la neutralité du Kosovo. Mais alors, ça m'était un peu égal sur ce coup-là, mais je crois, par exemple, pour le climat, oui, c'est une super bonne question, parce que quand on voit, en fait, dans les blocs, en fait, qui sont en train de s'organiser, qui ressemblent un tout petit peu à ceux de la guerre froide, mais qui sont plus mouvants, on voit que les priorités avancées par les pays ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on se situe au nord ou au sud. Et au nord, on met en avant, en ce moment, la guerre en Ukraine, on met en avant l'ordre international de 1945 et la manière dont il faut essayer absolument de le sauver. Et au sud, c'est pas du tout ça qui se passe. Les sujets qui sont les plus mis en valeur sont le climat, la dette, le développement, et puis en quatrième position, justement la réforme des institutions internationales. Donc c'est vrai qu'il y a une très très grosse, en fait, une peur, évidemment, de tous ces pays dont la majorité seront les premiers qui seront touchés, une incapacité, en fait, à agir sur le sujet dans sa globalité, parce qu'il faut de l'argent, et beaucoup d'argent, et puis un sentiment d'être... là aussi, on parlait du ressentiment aussi, c'est encore la question du ressentiment, c'est-à-dire vous avez pollué pendant super longtemps, et maintenant c'est nous qui trinquons. Alors que bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça, parce que exemple la Chine. Mais les pays du Sud le mettent en avant très très fort. Cela dit, il y a quand même des pays au Nord, même si c'est pas dans les préoccupations systématiques, qui agissent, et notamment, on prend juste le cas de la France, on est un des pays modèles dans le monde pour la lutte contre la décarbonisation. Donc les efforts se font aussi au Nord. Merci. Maurice Gourdeau-Montagne, là. Moi, j'abonderai en partie dans le sens de ce que dit Isabelle Lasserre. Je crois que c'est très important de poser cette question sur le climat, et je l'ai dit tout à l'heure pendant l'émission, les COP sont des réunions, sont des conférences des Nations Unies. Alors vous avez posé, il y a eu deux questions. Il y a une question sur est-ce qu'on ne doit pas changer la gouvernance, notamment en élargissant le Conseil de sécurité. Ça c'est vrai, c'est indispensable. On a essayé dans les années 2005-2010 de le faire. Il y a un Conseil de sécurité avec 15 membres, dont 5 permanents. Ces 5 permanents, c'est précisément ceux qui dominaient en 1945. C'est-à-dire États-Unis, ils dominent encore. N'oublions pas que les États-Unis restent très très loin devant tous les autres pays du monde, par les moyens, par la recherche, par le droit, par le marché, par tout ce qu'on peut imaginer, et par le militaire.
Mais la France et le Royaume-Uni, qui sont maintenant passés au 6e, 7e, 8e rang des pays du monde, notamment sur le plan économique, même si ces deux pays ont une dissuasion nucléaire et des capacités de projection militaire, ce qui compte, et donc endossent des responsabilités de ce point de vue. Et puis vous avez la Russie, la Chine, qui bloquent l'ensemble du dispositif. Et donc on a un Conseil qui est bloqué. Alors on a pensé à faire entrer l'Inde. L'Inde est candidate, elle pourrait l'être. Mais le Pakistan et l'Indonésie disent, mais pourquoi pas nous? Puisque tout se passe aux Nations Unies par région. On a dit, on va faire rentrer l'Allemagne. Mais à ce moment-là, nos amis italiens disent, mais pourquoi pas nous, à ce moment-là? Ils ont même créé une association des amis de l'Italie au sein des Nations Unies pour bloquer tout ce qui permettrait de faire passer l'Allemagne. Nous avons dit le Japon. Le Japon est un grand financier international et depuis 2001, depuis les tours jumelles, a envoyé des troupes à l'extérieur. Le Japon s'engage. Mais les Chinois ont dit, le Japon, jamais de la vie. Et puis il y a l'Afrique. Et en Afrique, eh bien, on se gratte la tête. Et eux-mêmes, les Africains, ne savent pas qui envoyer. Est-ce que ce serait l'Afrique du Sud? Est-ce que ce serait le Nigeria? Est-ce que ce serait l'Égypte? La question est ouverte. Donc il y aura nécessairement une réforme. On a essayé de l'aborder par d'autres biais, notamment la suppression du droit de veto lorsqu'il y a des massacres à l'intérieur des pays. Mais là, ça apparaît pour beaucoup de pays comme une ingérence de souveraineté, parce que qui est-ce qui soulèverait le problème? C'est évidemment les pays occidentaux, une fois de plus. Donc la question est ouverte. Alors comment régénérer la gouvernance mondiale? Et c'est là où je reviens à la COP. Vous avez la COP qui se réunit tous les ans, ça va être la COP 28 cette année, c'était la COP 21 en France en 2015, quand il y avait eu ce grand accord. COP 28 à Abu Dhabi cette année. Ce sont à chaque fois des avancées. Et je pense que le monde est moins divisé qu'on ne veut bien le dire et qu'il n'y a pas les clivages qu'on voit habituellement. La Chine, pour des raisons de politique intérieure chinoise, parce qu'il y a une opinion en Chine, et vous le savez, eh bien, veut absolument que le programme qui a été lancé pour une décarbonation en 2060, c'est très loin, mais la Chine travaille sur le long terme, eh bien, veut continuer à avancer. Les États-Unis, l'Inflation Reduction Act, qui a été décidé l'année dernière, au mépris des règles de l'Organisation mondiale du commerce et contre les intérêts européens, est destiné à promouvoir l'économie verte et l'industrie verte. L'Europe a son programme, son Green Deal. Et les pays qui sont, je dirais, les plus faibles dans le système et qui nous reprochent effectivement, avec un certain ressentiment, de ne pas pouvoir se construire alors que nous avons bénéficié des bienfaits de la planète et que nous avons largement pollué, ces pays-là sont quand même intéressés à un succès de ceux qui émettent le plus, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, l'Europe. Donc je crois qu'il y a des voies pour s'entendre et peut-être créer à partir de là une nouvelle gouvernance. Dernier point, regardez le G20. Dans le G20, vous avez les membres du G7, qui sont les pays occidentaux les plus riches, traditionnellement, et vous avez maintenant une bonne partie de ceux qui composent le G20 qui sont les BRICS. Et ces BRICS, c'est un contrepoids. Et c'est au sein du G20 qu'est née cette initiative, précisément des corridors, qui balance, qui va rééquilibrer les routes de la soie, avec quels moyens tout ça a été élaboré, les points d'appui, où est-ce que ça va se passer, la faisabilité. Mais on a des enceintes qui peuvent préfigurer ce que serait peut-être un jour une nouvelle gouvernance mondiale sur la base du droit international. Parce que le droit international, in fine, on ne peut pas s'en passer. Les tribunaux internationaux sur lesquels les Chinois et beaucoup d'autres, et les Américains et d'autres s'appuient, foulent aux pieds les décisions, le droit international respecte le droit des petits, des faibles et des forts. Et c'est ça le droit. Le droit, c'est donner des droits égaux à chacun, sur le plan international aussi. Donc je pense qu'on est au carrefour d'évolutions qui vont prendre du temps. Il y aura sans doute beaucoup de violence entre-temps, mais on finira sans doute par y arriver. Merci beaucoup. Pascal Boniface. Oui, la question de ne pas se faire manger, je pense qu'on avait répondu un peu avant sur le fait allié n'est pas aligné, c'est une façon d'exister, d'être allié et pas se faire manger. Je prendrai la question sur quels sont le projet du Sud. Mais en fait, il n'y a pas de projet. C'est nous qui avons un projet pour les autres. Eux, leur projet, c'est « foutez-moi la paix ». Enfin, venez pas vous ingérer dans mes affaires, mais ils ne veulent pas imposer un projet, ils veulent juste être maîtres chez eux. Alors, ça pose le problème de l'ingérence, ça pose tout le problème de débat jusqu'où ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux par rapport à leur propre population, etc. Mais le projet, c'est effectivement que les Occidentaux cessent de définir seuls l'agenda international, les règles internationales, pour en plus les appliquer de façon sélective par ailleurs. Donc le projet, c'est un projet global de non-ingérence, et c'est là où la Chine avance non masquée et de façon très forte, en
plaidant ce projet, même si dans leur pratique, ils sont eux-mêmes de plus en plus impériaux par ailleurs, et qu'eux-mêmes sont de plus en plus pris à cette contradiction, parce qu'il est rare qu'un pays qui monte en puissance reste bienveillant à l'égard des autres, et la Chine, à son tour, est atteinte par une sorte d'hubris de vouloir imposer ses propres règles, notamment à ses voisins asiatiques. Alors, avec votre permission, je vais prendre la main sur la dernière question qui permettra de conclure vraiment cette table ronde sur les recompositions géopolitiques mondiales. Si on devait les définir, quels sont les perdants et les gagnants de l'épisode que nous vivons actuellement des recompositions géopolitiques? Qui souhaite répondre? Pour l'instant, les deux principaux perdants, c'est la France et l'Allemagne. L'Allemagne parce que son modèle économique est mis en cause, et la France parce que son modèle stratégique, autonomie stratégique européenne et bonne relation avec Moscou pour augmenter les marges de manœuvre, est mis en cause. Voilà. Isabelle Lasserre et Maurice Gourde-Montagne. Isabelle Lasserre. Alors, gagnant Turquie, Chine, Iran, OTAN, perdant la Russie à terme, l'Union européenne. On ne peut pas savoir tant qu'on ne connaît pas l'issue de la guerre en Ukraine. L'Union européenne s'est révélée beaucoup plus unie, donc en cela, elle est plus forte. Et en même temps, si elle laisse l'Ukraine perdre, je pense qu'elle s'écroulera sur elle-même. Maurice Gourde-Montagne. Moi, je suis absolument d'accord avec ça, mais j'ajouterais clairement les États-Unis. Les États-Unis ont affaibli, enfin, la situation a amené les États-Unis à intervenir par l'envoi de matériel militaire. Et je dirais que tout ce qui est production de matériel militaire est évidemment essentiel parce que le matériel militaire est souvent dual. Donc les États-Unis vont connaître une poussée dans leur recherche, dans leurs moyens de développement économique absolument considérable. Et les États-Unis vendent leur énergie, ce ne sont plus les Russes. Les États-Unis vendent du matériel. L'OTAN est devenue une vaste agence de vente d'armement. Et je pense que c'est eux qui ont, avec une Europe affaiblie, ont gagné sur le plan géostratégique une bonne partie de ce qui pouvait être. Alors, à nous maintenant, Européens, de réagir. Mais tristement, je constate effectivement, comme Pascal Boniface, que la France et l'Allemagne sont les perdants, qu'il va nous falloir rebondir, que nous ne pouvons rebondir qu'avec d'autres, qu'il va falloir repenser l'Europe. Et là-dessus, je pense qu'il y a deux textes fondamentaux qu'il faut lire, qui sont d'une part le discours du chancelier Scholz à l'université de Prague en fin d'année dernière, et le discours du président Macron à Bratislava, où il était invité au think tank Globsec, au début du mois de juin. Ce sont deux textes qui resituent ce qu'est la souveraineté, ce que sont les procédures de décision, un élargissement et donc une réforme institutionnelle. Il va falloir que nous raisonnions avec une Europe du Nord, une Europe du Sud, une Europe de l'Est et une Europe balkanique. Derrière, il y aura la question de l'Ukraine, le temps que cela va prendre. En général, pour admettre un pays, ça prend en gros entre 3 et 8 ans. Pour l'Ukraine, ce sera au moins 5 ans. Il y aura un nouveau Parlement européen à partir de l'année prochaine, une nouvelle commission. C'est cette commission qui sera chargée de négocier la situation, enfin, la négocier avec l'Ukraine pour son adhésion. Combien de temps ça prendra? Ensuite, il y aura un nouveau Parlement européen. On peut imaginer qu'avec l'élection du Parlement européen de 2029, il y aurait une Europe élargie. Bref, ce sont d'immenses chantiers sur lesquels il va falloir travailler. Ce qui est sûr, c'est que France et Allemagne doivent plus que jamais trouver des voies d'avoir des succès communs pour s'appuyer l'un sur l'autre au service de l'Europe, parce qu'il va falloir peser face à une Chine qui a énormément progressé, face à des États-Unis qui ont énormément progressé, et face à un reste du monde, des zones de croissance, je le disais, le Golfe, l'Asie du Sud-Est. Il va falloir peser, et tout seul, on ne peut pas le faire. Merci beaucoup. Alors, avant d'applaudir pour remercier Isabelle Lasserre, Maurice Gourde-Montagne et Pascal Boniface, je vous signale que vous pouvez les retrouver chacun à la librairie où ils présentent leurs livres et avec une séance de dédicace. Donc, je crois que c'est à 18h30. Ouais, je n'avais pas l'heure précise. Merci.